Bonsoir, c'est le MAG, toujours en clair sur Canal+. Bienvenue chez vous. Bonsoir David. Bienvenue dans mon émission. J'étais sûre que vous alliez dire ça. Merci de m'avoir gardé la place si bien au chaud comme ça, c'est sympa. Le service public. Pendant ces 2 dernières semaines, c'est du service privé, mais c'était bien fait. Donc merci beaucoup. David, c'est un plaisir de vous retrouver, ainsi que notre libraire préféré, Gérard Collard. Tellement merveilleuse. Oh, c'est fou ce que vous m'avez manqué. Quel faillot, il m'a pas fait ça, moi. Ouais, c'est étrange. Et puis, monsieur Cinéma, évidemment, Laurent Veil. Très sobre aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Veil. Ce soir, on vous propose d'imaginer la France comme une maison. Comme toutes les maisons, bien, elle est meublée. Il y a des tables, des chaises, des bureaux, des tapisseries, des fauteuils, des lampes. De Napoléon à Mitterrand, certains objets datent de plusieurs siècles et d'autres sont encore en gestation dans la tête des designers qui imaginent le mobilier de demain. Et un homme gère tout cet ameublement. Il est sur notre plateau ce soir. Hervé Lemoine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Mobilier National. Donc ça va peut-être du bureau d'Emmanuel Macron à la Manufacture des Gobelins. C'est un peu ça que ça... C'est tout à fait ça. C'est effectivement les meubles, les tapisseries, les savonneries qui sont des tapis et non pas des savons. Des savons, ne pas confondre. Voilà. Donc tous les objets d'art décoratif en quelque sorte et d'ameublement. Alors, on pourrait imaginer que c'est un patrimoine qui regorge de vieilleries, que c'est un grenier, que c'est un peu poussiéreux, mais finalement c'est bien plus que ça. Oui, alors d'abord, c'est pas poussiéreux, parce que les réserves que nous avons, on les entretient, a priori. Et alors, s'il y a évidemment des pièces qui appartiennent au patrimoine national, parce que maintenant, elles ont plusieurs siècles et qu'elles sont par leur qualité exceptionnelle, en réalité, le cœur de nos missions, et depuis l'origine d'ailleurs, c'est la création contemporaine. Nous ne travaillons qu'avec des designers contemporains, qu'avec des artistes plasticiens contemporains. Et donc, en réalité, contrairement à l'image qu'on peut avoir, effectivement, ce ne sont pas tant des vieilleries que nous conservons, mais que des pièces, d'abord magnifiques, évidemment, de toutes les époques. Et surtout, on s'intéresse une nouvelle fois à soutenir la création d'aujourd'hui, la création contemporaine. Donc c'est pour ça qu'il fallait, dépoussiérer quand même l'image que nous, absolument, on a de ces meubles-là. Pourquoi ça a été créé à l'origine? Parce qu'on imagine que ça n'a pas été l'inventaire des biens nationaux ou du mobilier national, ça n'a pas été la préoccupation première de nos souverains et de nos empereurs. Alors, en réalité, ça a été créé d'abord au Moyen-Âge, donc c'est très très ancien. C'est-à-dire que c'était l'époque où la cour était itinérante. Et par définition, avant que le roi ne s'installe dans un château et y installe sa cour, eh bien, il y avait une administration qui l'ameublait. Donc apportait les tapisseries, l'argenterie, les coffres à l'époque, même les archives d'ailleurs, de façon à ce que quand le roi occupait un château, eh bien, il trouve évidemment l'ensemble de la maison convenablement aménagée. Donc le régime du mobilier national, donc mobilier royal, c'est d'abord l'aménagement des résidences royales. Et puis quand la cour se sédentarise, avec le Louvre et puis surtout Versailles, évidemment, la mission change un peu. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que la mission se transforme encore plus, je dirais, comme étant une mission de soutien aux artistes et à la création contemporaine, ce qu'a voulu d'ailleurs Louis XIV avec Versailles, qui était une vitrine des arts décoratifs du temps présent. On parle beaucoup d'Henri IV aussi. Oui, effectivement, et on ne rend pas suffisamment, comment dirais-je, tous ces lauriers à Henri IV, donc merci de le faire, parce que c'est Henri IV qui crée vraiment, en 1604, le garde-meuble royal, donc qui organise cette administration dont je vous parlais et qui, au Moyen-Âge, donc accompagnait la cour. C'est Henri IV qui vraiment décide de se dire, parce qu'il s'installe au Louvre d'ailleurs, qu'il faut plutôt un peu changer maintenant le mode de fonctionnement de cette administration, qu'il demande d'ailleurs à ce qu'elle s'intéresse encore plus à la création contemporaine, en l'espèce à l'époque c'est beaucoup la tapisserie d'ailleurs aussi, et c'est Louis XIV et Colbert qui donnent en quelque sorte le coup final, si j'ose dire, ou en tout cas la physionomie finale de cette grande administration royale qui deviendra impériale, qui sera même révolutionnaire à un moment donné. C'est l'ancêtre un peu du Made in France aussi. Absolument, tout à fait. C'est beau ça, comme c'est bien. Ça vous plaît? Oui, ça vous plaît. Non, mais il y a une notion enfin de bien commun à tous. Oui. Tout à fait. De bien commun, et aussi, c'est très attaché à l'idée aussi des métiers, et des métiers qui sont sur le territoire, la France, avec des savoir-faire très particuliers qu'on cherche à valoriser. Voilà. C'est vraiment une politique de l'État, et qu'elle soit monarchique ou républicaine, c'est la même intention qui prime, de soutenir les métiers d'art, certain nombre de métiers rares, d'assurer la formation et la transmission de ces métiers et de ces savoir-faire. Ça veut dire que quand vous dites on soutient les métiers d'art, ça veut dire que les gens qui exercent ces métiers d'art, ils sont employés par l'État ou ils ont des commandes qui sont passées par l'État?
Il y a les deux. Il y a les deux. En réalité, ceux qui travaillent vraiment au sein du mobilier national sont évidemment des fonctionnaires de l'État, qui sont des artisans d'art, qui ont une formation venant des écoles comme l'école Boulle, par exemple, et qui passent un concours et qui intègrent les ateliers du mobilier national. Mais évidemment, il y a des tas de savoir-faire que nous n'avons pas. Et dans ces cas-là, on demande à des experts de l'art de nous aider à restaurer une pièce très ancienne avec des incrustations de nacre ou de galucha ou des bronzes très, très compliqués, enfin, que sais-je. Voilà, et c'est la même chose pour ce qui est de la tapisserie, du tapis, de l'argenterie, des bronzes, etc., etc. Quand on voit tous les meubles exceptionnels que vous avez, est-ce qu'il y a un endroit où vous les montrez aux gens, ou ça reste typiquement dans les entrepôts et dans les ministères, où il y a des expositions, des choses comme ça? La journée du patrimoine, peut-être aussi? Alors, oui. Alors, depuis 3 ans maintenant, nous ouvrons tous nos espaces et nos réserves. Je préfère dire réserve qu'entrepôt pour éviter le côté justement poussière, si j'ose dire. Donc, un peu grenier. Voilà. Oui. Donc nous ouvrons nos réserves aux Journées du patrimoine, nous ouvrons nos ateliers aussi aux Journées du patrimoine. Ce que nous disposons dans les lieux officiels de la République, et ça va d'une ambassade à la présidence de la République en passant par un ministère, ce sont des lieux qui sont quand même souvent représentés dans les médias d'ailleurs. Donc on peut voir quand même ces pièces de notre patrimoine commun. Et nous faisons aussi en sorte de plus en plus de placer des pièces de ce patrimoine quand elles ne sont plus, comment dirais-je, utilisables pour l'ameublement courant. On les place dans des endroits où elles peuvent être vues. Par exemple, bientôt l'hôtel de la Marine va être inauguré. Eh bien, beaucoup du mobilier d'hôtel de la Marine se trouvaient des dépôts du mobilier national. Vous avez vu derrière moi? C'est mon petit bureau. Parce que je trouve que le mobilier du MAC, bon, c'est sympa, mais le mobilier derrière est quand même nettement mieux. C'est le bureau des... Il est bien, oui. Il est bien, le bureau d'Emmanuel Macron. Ce sont uniquement des meubles qui sont sous votre surveillance? Oui, absolument, tout à fait. Alors, tout ce qui est à l'Élysée, par définition, effectivement, ce sont des dépôts du mobilier national. Là, c'était le bureau du général de Gaulle. Hein, à l'origine, c'était un bureau de Cressan, qui est une pièce magnifique, avec deux lampes en vermeil dessus. C'est un bureau qui se trouve toujours à l'Élysée, évidemment, et qui, je pense, n'en sortira pas parce que c'est le bureau du général de Gaulle, donc il y a un symbole très, très fort, même si les présidents successifs, ou du moins qui ont succédé au général de Gaulle, ont eu souvent des bureaux de travail qui étaient différents. Valéry Giscard d'Estaing avait un bureau de Riesner, magnifique bureau 18e aussi. En revanche, François Mitterrand s'était fait faire un bureau par Pierre Paulin. Alors justement, on va le voir parce que c'est Roselyne Bachelot qui en a hérité. Oui. Regardez l'image derrière, au ministère de la Culture. Donc comment ça se passe? C'est elle qui dit, tiens, il y a ce bureau, je sais qu'il existe, j'aimerais bien qu'il arrive dans mon bureau? Alors, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais quand un ministre prend ses fonctions, et surtout quand c'est notre ministre de tutelle, le ministre de la Culture... Oui, parce que le mobilier national dépend du ministre. Absolument, je lui fais immédiatement un message pour féliciter, évidemment, de sa désignation en tant que ministre, et pour l'inviter à venir nous rencontrer, nous voir, et on lui fait des propositions. On fait des propositions, et effectivement, si le ministre, et c'était le cas pour Roselyne Bachelot, aime beaucoup le design, la création contemporaine. Moi, je lui ai fait des propositions de ce mobilier et elle l'a accepté avec enthousiasme. Elle l'a choisi avec enthousiasme parce qu'elle le connaissait en plus. Voilà. C'est un patrimoine énorme, immense. C'est un savoir-faire. C'est des pièces de valeur, des pièces de collection. On voit les sièges là avec l'osier tressé dans une certaine couleur. Enfin, c'est sublime. Il y a un inventaire de tout ça et l'inventaire est de plus en plus étroit, de plus en plus sévère. C'est-à-dire qu'il y a une époque où il y avait de la fauche. Il y a une époque où les ministres se servaient. C'est il y a longtemps, on les connaît plus. Mais enfin, là, mais sujet sensible. Est-ce que vous avez quelques exemples des misères, des misères faites au mobilier national? Je dirais plutôt des pertes. Des pertes que de la fauche. Prudence. Voilà. C'était il y a plus de 25 ans qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui pointait effectivement un certain nombre de pertes, de disparitions, de dégradations, voilà. Et depuis ce moment-là, nous avons des commissions de récolement, nous avons des missions d'inspection, ce qui fait que, objectivement, à part de temps en temps de la casse, parce que ça peut arriver, une chaise peut se briser, une tasse de Sèvres peut se casser. Objectivement, quand il y a de façon mal intentionnée, disparition de certaines pièces, ça se passe très mal. La presse s'est fait l'écho, il n'y a pas si longtemps de ça, de plaintes que nous avons déposées pour des disparitions qui nous paraissaient douteuses. Que risque on risque de la prison ferme
Ouais. Voilà. Et une amende ça n'est pas assez arrivé, conséquente. Si, c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé récemment. Voilà, à quelqu'un du corps préfectoral. Je n'en dirai pas plus. Mais voilà. On sait ce qui avait été volé? Oui, oui, tout à fait. C'était une horloge? C'était pas des pièces, si vous voulez, exceptionnelles de valeur, mais il y a une question de principe que ce sont des pièces qui appartiennent à la communauté nationale, dont nous ne sommes que les dépositaires. Hein. C'est nous tous, vous tous, en tant que citoyens, qui êtes propriétaires de ce patrimoine. Voilà une bonne nouvelle. Et donc, il nous appartient de veiller à ce bien commun. Alors, la Cour des comptes surveille de très près le mobilier national. Vous vous sentez sous surveillance parce qu'effectivement, c'est de l'argent public. Oui, absolument. C'est le rapport, c'est normal, c'est le rôle de la Cour des comptes. Alors après ça, on n'est pas toujours entièrement d'accord avec certaines de ses préconisations ou de certains de ses avis. Mais on en tient compte quand on estime que c'est fondé. Et en tout cas, on fait tout pour améliorer la bonne gestion de ces collections. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure des ambassades. C'est assez important parce que les ambassades sont les vitrines du savoir-faire français dans le monde entier. Et c'est à vous qu'on va poser la question la plus pénible. C'est quoi le goût français? Alors, le goût français... Le bon goût, monsieur. D'abord, c'est une diversité de styles extraordinaire. Ouais. C'est peut-être ça la particularité du goût français. C'est-à-dire que la France est le pays au monde, probablement, qui a été capable, dans le domaine des arts décoratifs, de créer le plus de styles différents. Voilà. Il y a énormément de styles de mobilier français. Voilà. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'autres pays ayant autant de styles. Et ici, il y a une particularité du goût français, c'est cette capacité, du coup, de marier ces styles entre eux. Et ça aussi, c'est pas si courant que ça. Souvent, dans certains pays étrangers, vous verrez que la décoration, c'est du total look. Du style empire ou du style... Total look empire, total look très contemporain, total look ancien, entre guillemets, etc. En France, l'art de l'ensemblier, qui est une notion très française, c'est de pouvoir marier des pièces de style et d'époque. C'est le Louvre, hein. Enfin, c'est l'image, par exemple, de la pyramide. Ce qu'il faut éviter quand on est dans une ambassade, je sais pas, une ambassade sur le continent africain ou en Asie ou dans des pays qui ne sont pas nécessairement des pays ultra riches, est-ce que les ambassades font attention à ne pas afficher un luxe somptuaire dans les ambassades? Oui, c'est une juste question que vous posez. L'idée, d'ailleurs, c'est jamais tant d'exposer un luxe ou un élément somptuaire, comme vous dites. Je pense que derrière tout ce que l'on voit, tous ces meubles, tous ces objets, c'est la notion de savoir-faire et de métier qui est importante. Et pour le coup, y compris dans des métiers, dans des pays, comme certains pays africains ou certains pays pauvres ou émergents, il y a souvent un point de rencontre avec tout ce qui est artisanat et métiers d'art. Et du coup, ce qu'on va essayer, nous, de favoriser, c'est un dialogue autour de ces notions d'artisanat, de métiers d'art et de savoir-faire qui peuvent se retrouver, y compris dans des choses localement faites qui peuvent se retrouver dans les ambassades pour marier des styles ou... Éventuellement, encourager la production locale. Tout à fait. On peut s'ouvrir tout à fait à des dépôts de création d'artistes ou d'artisans locaux de façon à essayer d'instaurer une sorte de dialogue et pas effectivement... Vous avez le boulot que tout le monde veut, en fait. Tout le monde a envie d'avoir votre boulot. C'est Monsieur Meuble puissance 1000, quoi. Oui, mais j'ai beaucoup de chance. On a une idée du nombre d'objets. J'imagine qu'il y a une idée assez précise. Oui, tout à fait. Il y a à peu près 130 000 pièces dans les collections du mobilier national et de façon justement à être transparent aussi par rapport à ce que nous conservons. Depuis l'année dernière, nous avons un site en ligne qui s'appelle Mobilier National Lab, comme laboratoire, et où tout Français qui va tapoter sur ce site en ligne va pouvoir voir 75 000 pièces de nos collections. On est en train de progresser. C'est une façon de se faire plaisir aussi, de se dire tiens, quelque part, cette chaise-là m'appartient, en tout cas appartient à... Ça vous arrive de vendre, de vous séparer de certaines pièces pour en acquérir d'autres? Alors, pas pour en acquérir d'autres, mais il peut nous arriver de nous défaire de certaines pièces qui sont devenues, qui n'ont plus de valeur d'usage dans le cadre de notre mission d'ameublement et qui n'ont aucun intérêt patrimonial. Il y a beaucoup de pièces qui ont été produites en très grand nombre, notamment au 19e siècle, quand on meublait beaucoup d'appartements de fonction, ce qui n'est plus le cas, par exemple, aujourd'hui. Donc on se retrouve, si vous voulez, avec des petites tables de chevet, quasiment des pots de chambre, pour être très clair. Enfin, il y a des choses comme ça, en objets très courants, et ça, effectivement, on les aliène et on les vend, mais c'est pas ce qui alimente, honnêtement, notre capacité d'acheter de nouvelles pièces. Je peux vous raconter une histoire? Alors, allez-y, racontez-nous votre histoire, on sent que ça va être une bonne histoire. Elle est liée peut-être à une question que je vais poser à monsieur. J'ai eu la chance d'être invité à l'ambassade de France au Danemark il y a quelques années.
et j'ai dormi dans une chambre et dans un lit où avait dormi François Mitterrand. Évidemment, l'ambassadeur à l'époque me l'a fait remarquer, donc j'ai encore mieux dormi que prévu, parce que voilà. Bon, alors c'était pas un fantasme de dormir dans le même lit que François Mitterrand, mais quand même, est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'il y a un meuble qui vous fait un peu briller les yeux, ou où vous êtes assis dans un siège en vous disant, il s'est assis dans ce siège-là, ou elle d'ailleurs, je m'assieds aussi. Est-ce qu'il y a un objet ou quelque chose qui vous... Ah, une Madeleine de Proust. Bah écoutez, alors, moi, comme j'ai une formation d'historien, peut-être que ma Madeleine de Proust, c'est un siège qui n'est pas vraiment exceptionnel, c'est un siège Napoléon III, assez classique, mais c'est celui dans lequel se sont assis tous les signataires du traité de Versailles après la Première Guerre mondiale. Et on voit cette image, vous savez, de la Galerie des Glaces, avec la petite table et ce siège derrière, et tous les signataires les uns après les autres. Il y a une symbolique immense là-dessus. Voilà. Et moi, le siège de la paix. Oui, ce siège de la paix. J'ai jamais osé m'asseoir dedans, je vais vous le dire franchement, mais je le regarde comme ça, comme une espèce de totem. Mais c'était pas un bon traité, puisqu'il y a eu la guerre 20 ans plus tard. Enfin, bon. Mais le fauteuil n'y est pas pour grand-chose. Peut-être ça aurait été un tabouret, ça aurait changé la face du monde. Dans vos collections, il y a le meuble, enfin il y a le meuble, l'objet, la référence absolue. C'est quoi le meuble le plus cher? Non, ça c'est pas forcément quand même un peu. Vous êtes vénal, mais oui, je suis vénal. Mais c'est le meuble qui représente vraiment. Les savoir-faire, notamment, là, il y a ce qu'on appelle un cartonnier, qui était un meuble que l'on posait sur un bureau plat, qui est un cartonnier d'époque Louis XIV, et qui est d'une richesse en termes de réalisation, avec une marqueterie boule exceptionnelle, avec 2 bronzes qui sont sur le modèle du jour et de la nuit de Michel-Ange. Où est-ce qu'il est ? Qui sont. Alors là, il est dans une de nos réserves. On le prête très souvent pour des expositions. Et c'est une pièce qui, en termes de référence, en termes de maîtrise des arts décoratifs, est exceptionnelle. Et puis j'aurais envie de vous dire, même si ça peut vous paraître facile, mais ce qui m'intéresse le plus aussi, c'est le meuble qu'on va aller acheter demain. C'est-à-dire, c'est le jeune créateur, c'est l'avenir. Alors justement, parce qu'il y a un mélange donc, entre l'ancien et le nouveau, c'est une spécialité aussi, vous nous l'avez dit, du bon goût à la française. On va regarder 2 chaises. Il y en a une qui est Louis XVI et l'autre qu'on appelle B52 ou B52, c'est selon, qui a été créée par Maxime Lys, qui est un tout jeune designer, il a 28 ans à peine. Et donc, on va voir, associer côte à côte ces 2 chaises. C'est ça, finalement, le mobilier national. Parce qu'on les voit bien. Donc, il y en a une qui a l'air quand même plus confortable que l'autre. mais en fait, ce design, ça dit quoi de nos époques ? Ça dit quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est capable effectivement de considérer que vont faire partie du patrimoine français, à la fois cette pièce évidemment exceptionnelle, recouverte d'un damas de soie magnifique, et puis cette création qui est toute contemporaine, qui est d'un tout jeune designer, qui est en verre. C'est beau. Et alors, oui, c'est très beau. La chose qui est exceptionnelle, c'est que c'est en verre, et vous avez l'impression que les plaques de verre tiennent comme par magie, alors qu'elles sont collées. C'est un système pour les coller qui se fait avec des infrarouges, si vous voulez. Donc c'est d'une technicité absolue pour que ça tienne et que ça soit invisible. Donc en réalité, derrière cette très grande simplicité, il y a une sophistication qui est quasiment égale, si vous voulez, au bois sculpté que nous voyons là, même si, esthétiquement, évidemment, ça n'a rien à voir. On voit souvent le mercredi le Conseil des ministres, qui est une salle, qui est un agencement de table qui n'est pas du tout pratique, en fait. Alors, justement, il y a une nouvelle table. Justement, c'était ma question. Quand est-ce que... racontez-nous cette nouvelle table, et je crois qu'on... voilà. Ah oui. Voilà, absolument. Elle est presque faite, déjà, voilà. Ce qui change radicalement de ce qu'on voyait jusqu'à présent. Aujourd'hui, la table du Conseil des ministres, en fait, n'existe pas. Ce sont des tréteaux du médium, et on juponne tout ça avec une feutrine de couleurs différentes selon le goût des présidents. Donc, nous, on s'est dit quand même, on devrait pouvoir faire mieux. Mais ce pourquoi elle n'existait pas, cette table du Conseil des ministres, c'est qu'en réalité, selon le format du gouvernement, il peut y avoir de 14 à 44 personnes autour de la table, selon qu'on invite les ministres, les secrétaires d'État, etc. Donc, ça peut avoir lieu soit dans le salon Murat, comme c'est sur cette représentation, mais ça peut avoir lieu aussi au premier étage du Palais de l'Élysée. Donc, il faut que ça soit démontable en moins d'un quart d'heure, que ça puisse passer dans les monte-charges de l'Élysée. Bref, c'était un vrai défi technique, donc un vrai défi de design. Donc on a fait un cahier des charges, très design, en disant voilà toutes les contraintes techniques, et on a
fait plutôt le pari de la jeunesse, c'est-à-dire plutôt de confier le projet à un designer déjà très très connu, on a confié cela à des jeunes étudiants de nos écoles d'art. Ça, c'est la transmission, c'est fabuleux. Voilà. Surtout, ils ont trouvé un concept incroyable, c'est l'épine dorsale du gouvernement. C'est une colonne vertébrale, et c'est ça le concept. C'est ça, le concept, ça s'appelle médula d'ailleurs, donc c'est la moelle épinière en fait en latin, et c'est donc une table en béton fibré. Voilà, très légère quand même parce que c'est du béton fibré sur une structure nid d'abeille. Donc si vous voulez, là encore, ce qui nous intéresse derrière tout cela, ce sont les métiers, c'est l'expertise technique, c'est le défi technique. Et puis il y a l'éco-responsabilité aussi peut-être là-dedans, parce qu'il faut intégrer les contraintes du XXIe siècle. Totalement. Et ça fait partie aussi des le câblage défis. aussi, le câblage. Le câblage. On ne s'en lasse pas de cette table. Il faut que ce soit une table qui puisse être connectée ou déconnecté, selon les circonstances, et qui soit facilement aménageable. Comme vous le voyez là aussi, il y a des verres, il y a les petits lutrins pour le nom des ministres. On peut cacher un petit goûter. Oui. Ça, c'est pour les... Et il faut que les huissiers, en 10 minutes, un quart d'heure, installent tout ça.